Alors, Philippe Auriol, si vous avez fait cet ouvrage, est-ce que vous avez apporté des éléments nouveaux ou est-ce qu'il y avait des choses qui manquaient dans les travaux de vos prédécesseurs? Oui, 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 beaucoup en fait. Pour deux raisons. La première, c'est que la dernière histoire réelle, en fait, importante et exhaustive et en tout cas ambitieuse, était celle de Reynac Oui. en 1901. Avant de- Et en fait, depuis 1901, il s'est Oui. passé énormément de choses. Et entre autres, un siècle d'historiographie, surtout depuis les années 80 et l'approche des premières commémorations. Donc déjà, il y avait énormément de travaux à partir desquels, qui précisaient un certain nombre de points et à partir desquels il était possible de travailler. Et puis à côté de ça, depuis 30 ans, je fais un dépouillement systématique de toutes les archives partout. Et j'ai découvert un nombre d'inédits absolument colossal et qui ne remettent rien sur l'essentiel, c'est-à-dire que Dreyfus est innocent et Esterhazy est coupable. Il n'est pas question de protéger les secrets d'un canon ou je ne sais quel faribole auquel on a droit de temps en temps. Voilà, Alors, qu'est-ce qui avait échappé? Qu'est-ce qui avait échappé aux historiens d'époque? ah, bah, Au- ce livre-là permet d'être un tout petit peu plus précis sur un certain nombre de choses, entre autres sur ce qu'on a appelé la collusion, c'est-à-dire la manière dont l'état-major a Oui. perdu Dreyfus et a tenté et en fait a persévéré dans le crime pour pouvoir effectivement en réchapper. Donc là, j'ai vraiment trouvé des papiers absolument incroyables et entre autres, j'ai retrouvé au moins une bonne vingtaine de faux. Jusqu'à présent, considéré qu'il y en a deux ou trois, voilà, et qui ne sont pas forcément que ceux dus au lampiste en fait sur lequel tout a été mis, qui s'appelle Henri, mais en fait le chef d'état-major, le sous-chef d'état-major sont complètement coupables. Et puis à côté de ça, j'essaye d'être un tout petit peu plus précis en fait sur toutes les questions qui touchent les engagements d'un côté comme de l'autre. Et entre autres sur le fameux mouvement des intellectuels, etc., sur la fondation de la Ligue de la patrie française, voilà, à partir de correspondances privées, de choses comme ça, et qui remettent parfois d'ailleurs un peu en question un certain nombre de personnages, comme par exemple Picard, le héros, Oui. qui est en fait quelqu'un de tout à fait admirable en effet, puisque un jour il décide de dire non, mais qui va très très mal se conduire en fait assez rapidement, entre autres à l'égard des Dreyfus, par antisémitisme, et qui va s'engager, mais jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'à un moment il se retire, ce qu'on ne sait pas, mais le problème c'est que lui est pris dans cette machine et qu'en fait tout ce qu'il essaye de faire pour arriver à se dégager de cette affaire est trop tard, et voilà, donc ça apporte effectivement beaucoup de choses, quoi. Voilà. Alors, quelques questions. Qu'est-ce que l'armée dit sur ce sujet? Aujourd'hui, Oui. bah Comment aujourd'hui, est-ce qu'elle gère cette question? Est-ce qu'elle assume sa responsabilité? alors elle l'a pas assumé pendant très longtemps et le meilleur exemple d'ailleurs pour s'en souvenir et s'en convaincre, c'est l'histoire de la fameuse statue de Tim qui aujourd'hui est Square Pierre Laffut, à côté de la rue du Cherche-Midi, et dont une copie se trouve au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Il était question de mettre cette statue dans les années 80 dans la cour de l'école militaire, et les militaires Ah ont oui. tout fait pour qu'elle n'y soit pas. Ah oui. Voilà, et en fait, il a fallu attendre, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire, en 94, lors de la première commémoration, où effectivement le chef du CHAT à l'époque, service historique de l'armée de terre, avait publié un papier dans la revue de l'armée, dans la revue du CIRPA, qui expliquait que l'innocence de Dreyfus était la thèse généralement admise par Oui. les historiens. Voilà. Et là, Léotard, qui était à l'époque ministre de la Défense, avait un peu obligé tout le monde à prendre ses responsabilités et à parler. Et donc, celui qui l'a remplacé, qui a remplacé l'auteur de cet article comme responsable, directeur de la communication de l'armée, qui s'appelait le général Mourut, a fait une déclaration tout à fait officielle au nom de l'armée qui reconnaissait effectivement les torts de l'armée, la machination, voilà. Donc aujourd'hui on est là-dessus, mais Oui. grâce à un civil, grâce à Léotard. Parce qu'il y a deux problèmes différents. Il y a d'une part la question de savoir s'il était coupable, Ouais, et d'autre part la question des procédés tout à fait, qu'on a utilisés pour le montrer quoi. Parce qu'après tout, il pouvait avoir raison sur le fond tout et à pas fait, raison sur la bien forme. sûr. Donc Apparemment, il y a ouais, souvent des policiers qui ont raison, mais qui apportent des preuves qui sont tout à fait tout à douteuses. fait. Officiellement sur les deux questions, l'armée a tout résolu, puisque officiellement pour l'armée, par la voix du ministre et par la voix du directeur de la communication, ce serait bien que le chef d'état-major parle aussi. Dreyfus est innocent. Et officiellement, l'armée reconnaît ses torts dans la manière qui a Ah, été la sienne de gérer oui, parce qu'elle pourrait ne l'affaire. reconnaître que le tort Non, non, non. de l'innocence, Là, mais ça y pas. est.
Mais maintenant, à côté de ça, on connaît plein d'anecdotes. Par exemple, quand Yves Boisset a tourné son film sur l'affaire Dreyfus Oui, en 1994, oui. où à un moment, hors de question que la scène de la dégradation puisse avoir lieu dans le lieu même de la Ah, scène de la dégradation. ouais, L'armée s'y opposait. ouais. L'affaire dont je parlais tout à l'heure oblige en fait l'armée à accepter parce que Léotard fait pression pour. Hmm. Et au moment de la reconstitution de la scène, à un moment, Boisset raconte ça, il y a quelqu'un de haut placé à l'état-major dont le nom restera secret qui vient le voir et qui lui dit mais franchement Boisset, vous êtes un homme sérieux, vous y croyez à l'innocence de ce juif? Ah oui. Donc je pense qu'effectivement, Ouais. du Mais côté de juste, l'armée et du côté des individus en tout oui. cas, l'affaire est pas Alors nécessairement il y a justement un complètement troisième close. facteur qui joue, c'est, bon, il y a la question de la culpabilité de Dreyfus, la question de la façon dont l'armée a géré le problème, mais il y a aussi la question de la judéité. Ouais. Est-ce que c'est un élément important qu'il ait été juif ou pas? Alors, ça, malheureusement, il n'y aura jamais de papiers qui nous permettront de le dire, et donc on est dans l'hypothèse et Sur ce dans point la précis, reconstruction. on peut Sur pas, ce on point peut précis, pas on peut dire rien que dire. l'armée Maintenant, ne dit pas qu'elle a fait preuve non, d'antisémitisme. pas du tout, et ça, Elle a ça, simplement, ça, il l'avouera jamais. Maintenant, à côté de ça, quand on regarde la façon dont s'est déroulée l'affaire, il y a une machination antisémite, c'est clair, mais qui est une machination au second degré, très probablement. C'est-à-dire que dès le départ, on n'a pas visé Dreyfus non, parce qu'il était juif. non. Mais le fait Peut-être parce qu'il qu'il le était, fût oui. était vraiment terriblement pratique. Voilà. Le fait qu'il était alsacien était plus problématique à mon avis. Non, Non, parce que quand même il y avait un rapport entre l'Alsace et l'Allemagne qui est quand tout même. à fait, mais absolument pas, puisque celui qui va être le moteur de l'accusation au départ, qui est le chef des services secrets, Sander, est lui-même Oui, alsacien. oui. Et ils sont presque tous alsaciens en fait. Donc Ah le oui. problème, au contraire même, Ah oui. ce serait pas une circonstance aggravante, au contraire, puisque eux-mêmes sont alsaciens et savent quel est le patriotisme D'accord. des Alsaciens. Et alors quel est le. Est-ce que ça ternit l'image de la France, l'affaire Dreyfus, par rapport à l'étranger? Est-ce que ça a été un élément montrant que la France était un pays anti-juif, etc. Alors à l'époque certainement, on connaît toutes les difficultés et c'est pour ça que Waldeck-Rousseau, quand il est président du Conseil, veut tout faire pour en finir avec l'affaire, parce que l'exposition universelle doit s'ouvrir et l'Europe entière dit qu'elle va boycotter l'exposition Ah. universelle parce que personne ne l'accepte. Maintenant, à côté de ça, l'affaire s'étant plutôt bien réglée, peut-on dire, puisque Dreyfus a recouvré son honneur. Même Ça a pris si, du temps quand même. voilà, ça a pris énormément de temps, et à côté de ça, on pourra toujours regretter que les coupables, eux, s'en soient tirés, quoi qu'il arrive, Ah oui. grâce à une loi d'amnistie. Oui. Mais on ne peut pas oublier, vous connaissez sans doute cette phrase du père de Lévinas, qui, au moment où il était question de partir et de chercher un pays, Ah oui. a choisi la France en disant, cette phrase qui est, la citation va être un peu approximative, mais en tout cas, l'esprit y est si la lettre n'y est pas, et qui dit un pays, donc la France, Qui est capable. voilà, qui est capable effectivement de s'entretuer et de se couper en deux pour le destin d'un juif, est un pays dans lequel il faut aller. Donc effectivement, il reste quand même ça, même si après l'histoire va prouver que... Dans un sens positif en fait cette fois-ci. Tout à fait, voilà. Et, bon, Donc la France est le pays où il y a pu y avoir l'affaire Dreyfus, où un juif était membre d'un état-major, etc. Enfin, voilà. Mais ce qui est extraordinaire, voilà, c'est ça, c'est que la France est un pays dans lequel un juif peut se retrouver à l'armée. La France est un pays dans lequel, malheureusement, parce qu'un homme est juif, il peut se retrouver accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, donc le côté négatif maintenant. Et à nouveau, un côté positif, la France est aussi le pays dans lequel des gens, intellectuels ou pas, peuvent effectivement se mobiliser contre une version officielle pour pouvoir faire bouger les choses. Donc effectivement, la France, c'est effectivement tout ça. Alors, quel rapport voyez-vous entre justement le personnage de Herzl et l'affaire Dreyfus? Est-ce que c'est une légende de dire que Oui, pour moi, Herzl oui. a construit tout son parcours par rapport à Bien sûr. ce qu'il a frappé à ce moment-là Bien à sûr. Paris, puisqu'il était à Paris, Voilà. couvrait. Donc il est effectivement à Paris comme représentant de la Neue Freie Presse, donc il en parle déjà de l'affaire Dreyfus. Il en rencontre régulièrement dans les journaux au fur et à mesure, avec beaucoup d'incompréhension au départ et une colère contenue assez rapidement. Et on dit qu'effectivement la scène de la dégradation a fait naître le sionisme et l'a poussé dans une sorte de mouvement irrésistible pour écrire l'État des Juifs, ou l'État juif comme on veut, mais moi je préfère dire l'État des Juifs. Oui. Et en fait, non, pas du tout, parce que déjà c'est réduire en fait la pensée d'Herzl à pas grand chose.
Herzl d'ailleurs ne fait pas partie, à mon avis, de ces juifs qui ont besoin de l'antisémitisme pour prendre conscience de leur judéité. La question sioniste, elle le préoccupe depuis très longtemps, et il suffit de voir le nouveau ghetto qu'il écrit avant et quelques pièces où effectivement il y a une véritable interrogation sur ce que peut être le destin des juifs en diaspora et peut-être la nécessité en Israël ou ailleurs, mais en tout cas de reconstituer une patrie, une nation plus exactement, dans laquelle les juifs pourraient vivre en paix. Et l'affaire Dreyfus, en fait, pour moi, est plus pour Herzl une sorte de révélateur au sens quasi photographique du terme, quoi, quelque chose qui lui permet de donner corps réellement à quelque chose qui est vraiment là, mais qui n'est pas encore complètement formulé, même s'il tourne autour et qu'il cherche. Donc l'affaire Dreyfus est fondamentale, mais l'idée sioniste, elle est déjà là depuis un moment dans l'esprit d'Herzl. Mais le paradoxe, c'est que, en fin de compte, le gros des troupes sionistes, c'était pas du côté de la France. Ah non, ça, y en a donc pas il y a une espèce de paradoxe avec l'affaire Dreyfus qui se trouve en Occident et en fin de compte les problèmes qui se posent en Russie, et il y a une espèce de renversement. Donc finalement, est-ce que ça n'est pas l'idée que même la France, où on pensait que les Juifs étaient particulièrement protégés, même la France n'était pas un havre pour les Juifs, ou alors parce qu'en fin de compte, d'une certaine manière, Herzl dit que il faut créer un refuge pour les Juifs pour qu'ils n'aillent pas envahir les pays où il y avait des Juifs qui étaient installés en quelque sorte. Donc il voulait protéger les Juifs d'Europe occidentale des hordes des Juifs qui quitteraient la Russie, et donc les faire plutôt dériver vers un autre pays. En fait. C'était pas tellement pour protéger les Juifs français. C'est sûr. C'est toute la différence qu'il y a, et là c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier que souvent on a tendance à mettre de côté, qui s'appelle le franco-judaïsme. Oui. C'est vraiment une particularité, et effectivement c'est toute la différence qui existe entre un Israélite et un Juif. Et les Israélites français, le mot a perduré jusque dans les années 50, voyaient d'un œil tout à fait noir l'arrivée effectivement des Juifs. On connaît les textes de Bernard Lazare sur lesquels il reviendra de sa jeunesse, sur les descendants de Huns, les pouilleux des ghettos, etc., parce qu'effectivement ils ont très très peur que, heureux comme Dieu en France, dit le proverbe yiddish, et ils ont très très peur qu'effectivement le coup de tonnerre de 93, avec la possibilité effectivement de devenir un citoyen, soit remis en question par l'arrivée des Polacs, comme disaient les Israélites à cette époque-là. Donc il y a une sorte de dualisme, c'est-à-dire d'un côté les Juifs qui sont bien là où ils sont, et où il faut les laisser où ils sont, et de l'autre côté les Juifs qui ne sont pas bien, et là il faut s'occuper d'eux et les accueillir ailleurs. Oui, et puis après ça fait aussi partie de Denis Charvit, sur les travaux duquel j'ai envie de discuter de temps en temps, mais a fait quand même un bouquin absolument fondamental à mon avis, qui s'appelle Sionisme au pluriel, qui d'ailleurs, si un certain nombre de gens aujourd'hui étaient capables de comprendre ce pluriel, ça leur éviterait de dire un certain nombre de conneries. Ça serait tout à fait intéressant. Et dans le sionisme, par exemple, si on prend le sionisme de Goudneuf, qui est réellement un sionisme, mais plutôt proche d'un sionisme culturel à la Echad Ha'am, et lui, diasporiste. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'effectivement, il veut qu'on fasse vivre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une place pour un certain nombre de juifs qui veulent rester en diaspora, et à côté de ça, il est possible de créer un État qui pourrait être un phare pour ces juifs de diaspora. Mais il y a de multiples manières de penser. Et qui ne serait pas forcément la Palestine d'ailleurs. Non, pas forcément, bien sûr. L'Ouganda, l'Argentine. Voilà, bien personne n'était pas obsédé par la. Il a été obligé de le faire à un moment, sous la pression d'un certain nombre des. Il est quand même mort bien avant la Première Guerre mondiale, quand même. Donc il n'était pas encore. La situation n'est pas celle de 1917. Non, mais après non, c'est clair, mais lui-même, en fait, quand on lit ses Tagerbücher ou sa correspondance, sous la pression effectivement des rabbins galiciens, il est obligé aussi de négocier avec le sultan. Voilà, de négocier avec le sultan pour aller vers la Palestine, parce qu'un certain nombre de. Mais au bout d'un certain moment, il renoncera à ce projet pour l'Ouganda, etc. Mais effectivement, il va perdre beaucoup de temps. Mais il ne voulait pas réellement, c'est peut-être un peu en dehors de votre sujet, mais il ne voulait pas réellement. Est-ce que son idée de l'État des Juifs, c'était un État complètement indépendant, ou est-ce que, du moins lorsqu'il négociait avec le sultan, c'était plutôt un État au sein même de l'Empire ottoman qu'il demandait? On a l'impression qu'il n'a jamais demandé au sultan de lui donner un État qui serait totalement autonome. C'était un État, l'Empire étant suffisamment divers, il voulait que cet État soit sous
sous la responsabilité d'une structure impériale ou autre. Et d'ailleurs, ça a toujours été comme ça, d'ailleurs. C'est peut-être pas l'idée de départ, parce que l'idée de départ, c'est vraiment essayer de reconstituer et finalement, c'est ce que Lazare appelle un assimilationnisme interne, essayer de reconstituer une sorte de social-démocratie à l'européenne sur une terre qui n'est pas européenne. Ah oui, d'accord. Ça, c'est vraiment l'idée de départ. Le problème, c'est qu'assez rapidement, il est obligé de plier à la réelle politique, parce qu'effectivement, le sultan ne veut rien lâcher. Et il est absolument nécessaire de passer par lui et de passer par les Anglais. Et il y a un moment, effectivement, où il s'adapte aussi à ce qu'il a en face de lui. Et puis lui-même, il est austro-hongrois. Donc il a une mentalité particulière. Très européenne. Non, mais en plus d'un empire extrêmement divers. Ouais. On appelait ça, je crois, la prison des nations. Donc il pouvait très bien imaginer un État au sein d'un ensemble. Tout à fait. Et pas un État. Parce que est-ce qu'on se demande si c'est pas vraiment là le problème? Est-ce que même sous protectorat, même sous banderole britannique, c'était pas complètement non plus un État totalement indépendant, etc. C'est-à-dire que est-ce que l'idée d'État complètement indépendant en dehors de toute structure qui recouvre n'était pas utopique finalement? Il l'était certainement. Non, mais lui-même, je ne sais pas s'il avait vraiment même cette idée. Je pense qu'en tant qu'Austro-Hongrois, il imaginait tout à fait. Demander à l'empereur, au sultan, de lui accorder un territoire oui, tout à fait, mais c'est le cas, et c'est pour ça, au sein de son empire. Et c'est pour ça que toute l'aile gauche sioniste s'est séparée de lui oui, d'accord. Assez rapidement. Des gens comme Lazare en France ou Raphaël Landau en Allemagne, Weizmann aussi, Chaim Weizmann, oui. Qui vont se séparer de lui assez rapidement, qui d'ailleurs a retrouvé le sionisme d'une autre manière, parce que l'idée c'est effectivement plutôt, c'est un très beau rêve, c'est une sorte d'Arcadie en fait qu'il voudrait faire, une sorte d'Icari. Oui, c'est le fameux idéal, Alsneuland. Tout à fait, voilà, l'idée est là. Et c'est vrai qu'à côté de ça, Herzl, on ne peut pas lui reprocher d'être pragmatique, parce qu'il essaye de donner vie et de donner corps à son projet. Et donner corps à son projet, c'est aussi prendre en considération les gens qu'il a en face de lui et qui ne lui rendent pas la tâche facile. Hein. Le sultan est rigoureusement intraitable. Et effectivement, il faut passer par le sultan si la question c'est... Bien qu'il y ait des juifs qui soient là-bas. Puisqu'il y a il y a les colonisations juives depuis 80, même avant en fait, sous la houlette des Rothschild, etc. Ouais, tout à fait, du baron Donc Hirsch, c'est là que je ne comprends pas très bien. Alors finalement, ça c'était accepté, mais il y avait des choses qui n'étaient pas possibles. Oui, c'est ça, mais ils sont acceptés comme des gens susceptibles d'habiter sur la Terre, etc., etc. Maintenant, à côté de ça, qu'ils deviennent le gouvernement de la Terre en question, ça, il n'en est pas question pour le sultan. Et le sultan est vraiment aussi dans une logique d'expansion, c'est la sublime porte, quoi. Il a effectivement réussi à régner sur un territoire qui est tout à fait gigantesque, et donc il n'a pas du tout l'intention de laisser passer qui à l'époque était déjà en train de se réduire tout de même, parce qu'il avait perdu l'Algérie, etc. Il perdait beaucoup de choses, mais il suffit de voir ce qui s'est passé avec Abdulhamid II, par exemple, en 94-95 avec les Arméniens, et qu'on va retrouver après en 1914-1916. C'est-à-dire quand l'Arménie essaye de prendre son autonomie, ça se règle par un génocide. Donc voilà. Donc c'est de l'histoire de l'affaire Dreyfus de 1884 à nos jours. Ouais. Ça veut dire que véritablement vous suivez cette histoire bien après la mort de Dreyfus. Voilà, l'idée c'est, ça s'arrête en 2015. Oui. Là, et l'idée c'est d'essayer d'en sonder la mémoire aussi, de voir ce qu'il en reste comme modèle. Bon, alors justement, et après ce qu'il en reste dans les mémoires, tout simplement. Oui. Alors donc, à votre avis, dans les mémoires, ça reste bien. Il n'y a pas grand-chose. Est-ce que c'est enseigné dans les écoles? Quasi plus, en fait, c'est au programme de 4e et de 1e, mais c'est en fin de programme, donc la plupart du temps, les enseignants n'ont pas le temps de le traiter. Il y a quand même pas mal il y a des TPE maintenant qui sont organisés dans les lycées. Il y a pas mal d'étudiants, parce que moi j'ai souvent des étudiants qui me contactent pour ça, des collégiens, des lycéens, qui font des TPE sur l'affaire Dreyfus, mais sinon c'est très 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 incertain. Et ça reste effectivement pour un certain nombre de personnes une sorte de marqueur, mais c'est assez rare. Et ce qui est très très amusant ou désolant, je ne sais pas, à constater, c'est qu'en fait ça disparaît très très vite. Par exemple, je me suis amusé à essayer de voir sous l'occupation de quelle manière l'affaire Dreyfus était ou pas utilisée. Et en fait, l'affaire Dreyfus n'existe pas pratiquement pas sous l'occupation. Elle aurait pu et elle aurait dû même finalement. Et c'est vrai que l'antisémitisme change de... Mais finalement, j'ai une question à vous poser, mais j'ai l'impression que finalement, cette histoire de l'affaire Dreyfus, ça n'a peut-être pas été une si bonne chose. Enfin, je veux dire, la mettre en exergue et en épingle,
est-ce que c'était une chose heureuse pour les Juifs? Est-ce que Parce c'est... que- Est-ce que c'était heureux? Je crois qu'il y a beaucoup de Juifs qui ne voulaient pas qu'on en parle spécialement. Non, oui, alors, Et ils n'avaient peut-être pas tort, en fait. voilà. Non, il y avait beaucoup, il y avait effectivement beaucoup d'Israélites, on va dire, qui ne voulaient absolument pas qu'on en parle parce que c'était pas la peine de faire du bruit autour de ça. Voilà. Mais en tout cas, la légende véhiculée depuis très longtemps de la passivité juive pendant l'affaire Dreyfus et de l'indifférence en est une légende. Oui. Ça veut dire que c'est pas vrai du tout. Il y a une vraie mobilisation. Même dans les instances communautaires, d'une manière naturellement discrète. Il ne faut pas oublier par exemple que le grand rabbin est un fonctionnaire de l'État à cette époque-là. Ah oui, d'accord. C'est la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Donc le grand rabbin ne peut pas parler. Maintenant le grand rabbin s'organise. Et j'ai trouvé effectivement beaucoup de documents à ce sujet, et ça c'est complètement inédit. Oui. Il y a eu la constitution d'un comité de défense contre l'antisémitisme dès le lendemain de la condamnation de Dreyfus. Et ce comité de défense va essayer d'organiser la défense non pas pour effectivement obtenir la réhabilitation de Dreyfus, ce qui n'est pas le sujet, c'est une question individuelle, mais plutôt de traiter la question collective, c'est-à-dire d'essayer de s'organiser pour opposer réellement par le discours, par les actes, dans la rue, partout, etc., ne plus laisser le terrain libre aux antisémites. Donc il va vraiment y avoir quelque chose. Et il y a beaucoup, effectivement, de juifs. Le meilleur exemple, l'exemple le plus connu en est Bernard Lazare, mais il n'est pas le seul, il y en a beaucoup, qui effectivement vont voir l'affaire Dreyfus comme une chance à cet égard, qui est effectivement d'essayer de faire prendre conscience aux Juifs déjà que le peuple à la nuque dure doit avoir la nuque dure et qu'il n'est pas question de laisser passer le flot. Pendant très longtemps, la doctrine qui était celle des antisémites, inspirée par Théodore Reynac, était ce qu'on appelait le silence du dédain. Il faut opposer le silence du dédain à l'antisémitisme. L'affaire Dreyfus va faire comprendre à un certain nombre de Juifs, comme Speer par exemple, Flegg, etc., qu'on ne peut pas opposer le silence à l'agression. Et qu'à un moment, il faut faire quelque chose. Alors c'est un point de vue, mais en tout cas c'était le leur. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour un certain nombre de Juifs comme Bernard Lazare, l'affaire Dreyfus est aussi une chance parce qu'elle peut permettre à des gens qui ne sont pas juifs et qui jusqu'à présent ne se posaient pas de questions, de commencer à s'en poser et de s'apercevoir qu'on ne peut pas laisser faire aussi. Et que voilà, si on est protestant ou si on n'est rien du tout, mais qu'on est simplement un Français qui vit en France, etc., on peut aussi refuser un certain nombre de choses. Est-ce que ça veut dire, en vous écoutant, est-ce que ça veut dire que l'affaire Dreyfus aurait permis pour les contemporains de mettre en évidence l'existence d'un antijudaïsme? Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y aurait eu un véritable antijudaïsme dont l'affaire Dreyfus ne serait que l'expression emblématique. Antijudaïsme et antisémitisme, les deux. Parce que la question n'est pas que catholique, la racine n'est pas que catholique, elle est essentiellement catholique, oui, elle est aussi à économique, l'époque, sociale, politique, etc. Donc il y avait vraiment une souffrance juive par rapport à cela. La France juive est un des livres les plus lus en France, c'est un des plus gros succès de librairie. Mais il est quasiment contemporain de l'affaire Dreyfus. Mais il est antérieur de quelques années, 86-94, donc très très peu d'années. Donc oui, vraiment. Oui. Et c'est vrai que ça va obliger aussi un certain nombre de personnes à prendre position. Par exemple, le mouvement ouvrier qui n'a jamais été clair, aussi bien dans le socialisme en général, mais aussi bien du côté anarchiste que du côté socialiste qui va donner la SFIO, va très très rapidement être obligé effectivement de se positionner. Et Jaurès va vraiment lancer un mouvement qui fait que la plupart des socialistes vont arriver, alors ça ne va pas régler complètement le problème, c'est sûr, mais va arriver en grande partie à se positionner et à se débarrasser de l'antisémitisme, qui était considéré comme quelque chose de positif par les socialistes et par les révolutionnaires pendant très longtemps, puisque pour eux, porter la critique contre le juif, c'était porter la critique contre le capitalisme. Donc en fait, ça participait en fait d'un des ressorts ou des leviers possibles du mouvement ouvrier. Tout comme porter la critique contre le sionisme, c'est s'attaquer au colonialisme, etc. Exactement. Et qui fait, et là on s'aperçoit d'ailleurs avec le glissement, moi je m'en aperçois personnellement aussi, avec le glissement en fait de l'antisémitisme qui est passé sur un antisionisme qui est un antisémitisme assez souvent qui ne dit pas son nom, que dans le mouvement ouvrier par exemple, on voit à l'ultra-gauche, comme on dit, énormément de personnes qui ont trouvé un moyen d'arriver à faire passer leur antisémitisme de manière tout à fait convenable. Oui. Et qu'en fait le discours développé est rigoureusement le même, si ce n'est qu'effectivement aujourd'hui la cible c'est l'État d'Israël et c'est les gouvernements israéliens qui ne sont pas toujours assez formidables, sans doute, mais qui leur permettent de développer un tout autre discours. Et en fait le discours est le même, c'est toujours. Donc dans ce sens, on pourrait dire que l'affaire Dreyfus aurait été instrumentalisée aussi par
ces juifs qui voulaient que l'on prenne conscience de l'antijudaïsme. Non, instrumentalisé, je pense pas. Non, Vraiment enfin, pas. en tout cas, ça leur a- Mais- ils en sont, comme vous dites, ça mettait en évidence quelque chose de Ça beaucoup mettait en plus, aiguille- beaucoup plus large. Voilà, mais leur réaction est une réaction, plus qu'une action. C'est-à-dire que ils ne sont pas à l'origine de la chose. La seule chose, c'est qu'à partir du moment où cet antisémitisme, il ne faut pas oublier qu'il y a eu on est dans une situation pré-pogromique en 1898. Et il y a en Algérie des gens qui sont tués Ouais. dans le cadre de l'affaire Dreyfus parce qu'ils sont juifs ou en tout cas identifiés comme tels. Oui, c'est vrai que l'Algérie a été un lieu particulier. D'ailleurs, Drummond a été élu Tout à fait. à l'Alger. Tout à fait, ouais. Et donc là, l'idée, c'est plutôt de réagir et d'essayer de trouver une solution à une situation d'extrême urgence et qui est effectivement très très inquiétante, quoi. Parce que même si effectivement il n'y a pas eu de mort en France, quand pendant quasiment 4 mois la rue des Rosiers était assaillie tous les soirs, Ah bon? les vitres brisées, etc. Vous parlez de quelle époque là? Là, on est en 1898, Ah, d'accord, oui, c'est-à-dire c'est ça. au lendemain de J'accuse. Ah bon, d'accord, le quartier juif était vraiment la Ouais, juiverie, c'est ça? Et pas que là d'ailleurs. Hein. Voilà, chaque boutique qui avait apparent un nom considéré comme. Et les nazis n'ont pas fait mieux finalement. Les nazis n'ont pas fait mieux, non. Alors si ce n'est qu'après ils ont organisé le massacre, mais ce qui ne s'est pas passé effectivement en Mais France. cette histoire de bris de boutique, d'attaque contre les boutiques, c'était pas, ça a été aussi français. Ah, mais ça a été français et c'était récurrent, quoi. Faut lire le livre de Birnbaum qui s'appelle 1898, le moment antisémite. Ah oui. Où, en fait, il fait un tour de France de l'antisémitisme en essayant de relever les exactions. Mais là, c'était un petit peu après l'affaire Dreyfus. par C'est contre. pendant, parce que l'affaire Dreyfus commence en Alors, à votre avis, 1994. c'est lié à l'affaire Dreyfus? Ah, bah, complètement. Ah oui, C'est juste d'accord. pour ça. Ah bon, donc effectivement. On brûle des figures. Donc de là, on soleil a de Dreyfus, vraiment, hein. là, on est complètement dans l'orbite de l'affaire Dreyfus. Ah, complètement. Donc sans l'affaire Dreyfus, donc on retrouve, c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que Tout à fait. l'affaire Dreyfus a eu des effets très négatifs aussi pour les Juifs. Tout à fait. Peut-être positifs, mais en fin de compte très négatifs. Complètement, hein. Et même une sorte de légitime. Enfin, et puis ça aboutit aux années 30. Ouais. Quand on parlait tout à l'heure en assemblée plénière, c'est-à-dire que c'était. Voilà. C'est pour ça que je disais au départ, rétroactivement, on se demande si ça a puis- été une si bonne Puis affaire des que effets ça. secondaires terribles parce que l'affaire Dreyfus va comment dire, favoriser la création d'un certain nombre d'organisations, des organisations qui nous plaisent bien, comme par exemple la Ligue des droits de l'homme, qui est née pendant l'affaire Dreyfus et qui pose effectivement d'une façon très ouverte et très universelle un problème qui n'est pas que le problème de Dreyfus, d'accord, qui n'est pas que le problème juif, qui va au-delà. Mais à côté de ça, c'est la naissance de l'Action française. Mais ça, ah oui, L'Action d'accord. française est un Ouais. monstre sorti du Donc on ventre a- ouais. de l'affaire Dreyfus. Eh oui, c'est ça. Donc on Et, a joué un peu aux apprentis sorciers là. Et qui va durer pendant très longtemps, quoi. Et n'oublions pas que quand Maurras est condamné pour collaboration, la seule phrase qu'il a à sortir, c'est la revanche de Dreyfus. C'est-à-dire Oui. que cet homme n'a jamais oublié. Et cet homme, en fait, a toujours eu l'affaire Dreyfus comme une sorte de grille de lecture Oui, oui. qui lui a permis effectivement d'articuler tout ce qu'il a articulé dans les années 30 où effectivement l'Action française a fait Alors mener la terreur. on a envie de juste poser la pendant question, l'occupation. M. Riolle, de savoir si l'affaire de l'hypercachère n'est pas aussi une aubaine sur laquelle il faudrait réfléchir en voulant. On est dans une sorte de dilemme. Faut-il en parler? Faut-il l'instrumentaliser? Quelles en seront les conséquences? Quels seront les effets? Est-ce que ça n'est pas. Est-ce qu'on pourrait pas dire que 2015 c'est un petit peu. Enfin, il n'y a peut-être pas de comparaison, mais malgré tout, la tentation c'est d'en faire une affaire. L'affaire de l'hypercachère, est-ce que c'est une affaire qui pourrait avoir des conséquences aussi graves dans son instrumentalisation que l'affaire Dreyfus? Alors, je sais pas, je pense pas, hein, moi, ça m'est assez difficile de répondre à ça. Maintenant, à côté de ça, ce qui est clair, après moi c'est ma position personnelle, c'est qu'effectivement il n'est pas question de ne pas en parler, il n'est pas question de ne pas en parler pour ce que c'est. Oui, C'est-à-dire que l'hypercachère a été visé parce que c'est un hypercachère. Bon. oui. Voilà, maintenant à côté de ça, bon, ça n'a rigoureusement rien à voir avec l'affaire Dreyfus. Et moi j'ai envie d'en parler, d'ailleurs je l'ai beaucoup fait à pas mal de gens Ah bon? qui me disaient systématiquement qu'on exagérait avec ça et qu'à partir du moment où on attaquait quelque chose qui était juif ou etc., ça devenait toute une affaire alors que pour d'autres ça ne l'est Oui, pas, hein, oui, la oui. fameuse concurrence des mémoires Bah oui. absolument terrible. Et rien que pour ça, moi je veux en parler. C'est-à-dire que voilà,
ces criminels là qui s'en sont pris à l'hypercachère s'en sont pris à l'hypercachère parce que c'est un hypercachère. Voilà, c'est tout. Et donc ça s'appelle de l'antisémitisme, et il n'est pas question de laisser effectivement des gens semer la terreur de cette manière. Voilà. Alors, un autre sujet que je voudrais aborder, c'est la question de la déclaration Balfour. Ouais. Parce qu'en fin de compte, on peut dire que quelque part, les sionistes ont été instrumentalisés par les Britanniques. C'est-à-dire que les Britanniques, il y a aussi un sionisme, comme vous le savez, il y a un sionisme chrétien. Et quelque part, la position des Britanniques est très ambivalente par rapport à cela. Je ne sais pas si vous connaissez la théologie protestante, etc. Enfin, il était important pour eux qu'il y ait des Juifs qui reviennent en Palestine. Et d'ailleurs, en 1948-47, à l'Assemblée générale, on avait considéré que la Jérusalem ne serait pas partagée. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aurait un statut international. Donc finalement, là aussi, il y a des phénomènes d'instrumentalisation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le sionisme aurait été récupéré par les protestants anglo-saxons qui trouvaient leur intérêt, en fait. Sans doute, mais alors là, c'est assez difficile pour moi